Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Didier Gauzuin. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'économie et de l'emploi au sein du nouveau gouvernement bruxellois. On va y revenir dans un instant. Je vais d'abord vous demander si vous avez déjà menti. Sans doute, je ne suis pas un saint, sans doute, mais je ne crois pas en politique. Pas en politique. Ouais. Quand un ministre en exercice dément avoir tenu des propos et qu'il y a un enregistrement qui atteste de ces propos, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est une péripétie ? C'est de la responsabilité de la personne qui fait ces propos-là. C'est jamais anodin. Et je pense que ce genre de petites phrases assassines, pour moi, n'ont plus leur place dans la politique. Donc je fais référence à Joël Milquet, vous l'avez compris, à sa polémique avec Didier Reynders hier. Il y a eu une faute de commise ou c'est quelque chose qui ne vaut pas plus de commentaires que ça ? Tout ça, je pense que c'est stérile. C'est vraiment pas de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Donc laissons à ceux qui veulent avoir ces petites phrases assassines le plaisir de les faire, mais moi, ça ne m'intéresse vraiment pas. Vous n'avez jamais de petites phrases assassines ? Je ne pense pas. Sur le mouvement réformateur, vos anciens alliés, par exemple ? Des phrases assassines, je dis ce que je pense, mais ce n'est pas des phrases assassines. Et je pense ce qui, pour moi, est la vérité, mais je ne trompe pas la vérité. Ouais. Quand on dit qu'on n'a pas dit quelque chose, alors qu'on l'a finalement réellement dit, qu'il y a un enregistrement qui l'atteste, c'est du mensonge ou pas ? Ah, évidemment. Ouais. Et quand on est un homme politique, quand on ment, on dénature la politique. Quand on est un homme politique, on doit être correct dans sa communication, et voilà, c'est tout. C'est un des principes du politique, du bon politique. Oui. Alors, vous êtes ministre de l'économie et de l'emploi, c'est-à-dire que vous êtes l'homme fort du gouvernement Vervoort ? Non, je crois que j'ai des compétences importantes, emploi, économie, formation. Enfin, toutes ces compétences se retrouvent autour d'un seul ministre. Alors, c'est évidemment tout à fait exaltant, mais je sais que c'est risqué. Avant moi, tout le monde s'est planté, il faut le dire. On se plante depuis 10-20 ans en matière d'économie et d'emploi et de formation. Donc, je peux aussi connaître l'échec, mais au moins, je vais tenter de comprendre et de faire des propositions et je vais essayer d'être transparent par rapport aux résultats ou aux non-résultats que j'aurai. Pendant la campagne, vous aviez dit que vous étiez un homme d'évaluation, qu'il fallait évaluer les politiques publiques. Comment est-ce qu'on va évaluer la politique de Didier Gauzuin, notamment à l'emploi, qui est le secteur sensible à Bruxelles ? On va l'évaluer dans l'utilisation des moyens, on va l'évaluer par le nombre de formations qui portent véritablement leurs fruits, on va l'évaluer quantitativement. Il n'y a rien de plus facile pour évaluer un ministre de l'Emploi que les chiffres qui sont publiés régulièrement. Ça veut dire qu'il faut une baisse du nombre de chômeurs ou du taux de chômage quand on sera en fin de législature ? C'est évident. Ouais. Il faut évidemment que si c'est pour que les choses restent en état, voilà, j'aurais peut-être alors réussi de rationaliser, ce que j'espère, les outils, mais si cette rationalisation, si cette concentration de moyens ne permet pas de lutter contre le problème qui est le nôtre, un taux de chômage inacceptable et une non-qualification, oui, ça ne sera pas une réussite. Ouais. Le taux de chômage, il vient d'être publié aujourd'hui, 21%. Oui, c'est une légère hausse. C'est une légère hausse. Ouais. Et un total de 111 600 Bruxellois demandeurs d'emploi. C'est insoutenable. Ce n'est évidemment pas uniquement le problème de Bruxelles, c'est le problème de l'ensemble de l'Europe qui connaît une stagnation. Donc c'est l'opportunité de se dire si les choix politiques, les choix de politique économique sont bons en Europe. Là, on peut raisonnablement se poser la question, et à cet égard, j'ai mon opinion. Ouais. Est-ce que le fait que ça diminue le taux de chômage chez les jeunes, c'est un signe encourageant pour vous ou pas nécessairement ? Mais c'est positif, évidemment. C'est positif parce que faire en sorte qu'un jeune soit le plus vite possible en milieu de travail, c'est bien. Mais si par ailleurs, globalement, le chômage réaugmente, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement dans la file de chômage, on n'a rien gagné, évidemment. Donc il faut maintenant non plus analyser les stocks. Aujourd'hui, on se tient sur les chiffres, les résultats, les stocks. Il faudrait maintenant comprendre les flux. C'est une des premières exigences que j'ai eues à l'égard d'Actiris. Je veux faire une analyse des flux. On pourrait très bien avoir, je dirais, une augmentation du chômage parce qu'il y a eu, par exemple, une entrée importante de gens issus des autres pays de l'Europe. Vous savez qu'un Roumain, un Bulgare peut aujourd'hui s'inscrire, venir et être demandeur d'emploi et donc augmente les statistiques. Donc moi, je veux comprendre pourquoi il y a des augmentations, quels sont les flux, les expliquer aux gens et peut-être trouver les solutions pour enrayer ce qui est un fléau, bien évidemment. Quand vous étiez dans l'opposition, c'est il y a quelques mois, vous pestiez un petit peu contre les ministres de l'Emploi qui publiaient régulièrement des communiqués disant « on est sur la bonne voie ».
Vous promettez que vous n'allez pas le faire? Je viens de le montrer. Ouais. Je dis oui, on a diminué le chômage des jeunes, mais je voudrais savoir si on ne les a pas mis dans des stages, si on ne les a pas mis ailleurs. Mais je dis aussi qu'en même temps, on a augmenté le nombre de demandeurs d'emploi. Donc, globalement, on n'a rien résolu. Ouais. Comment on va faire sur cette thématique de l'emploi? Vous avez déjà rencontré les partenaires sociaux? Est-ce que c'est... Je rencontre progressivement tous les partenaires, tous les OIP. Je vais me donner quelques mois, et ce n'est évidemment, et je serai très discret pendant ces quelques mois, et ce n'est qu'après que je vais présenter des pistes, des solutions, des démarches, et espérer, bien entendu, que tout ce que je vais mettre en plus de la déclaration de politique générale, régionale, porte ses fruits. Ouais, on a mis beaucoup l'accent sur la formation en région bruxelloise. On a mis une garantie jeune avec des offres de stage et de formation. C'est suffisant ou la touche Gauzoin, ce sera quelque chose en plus? La touche Gauzoin, ça sera de dire ce que je dis depuis 2006. Si, en amont, au niveau de l'enseignement, on continue à faire sortir des jeunes sans qualification, eh bien, vous savez, c'est un robinet sans fin. On est là à réparer les donc dégâts. Ça, c'est à la communauté française, oui, bien entendu, mais vous le savez que dans notre déclaration, il y a des engagements forts de l'ensemble des parties signataires. Et donc, bien évidemment, je prendrai contact avec les responsables de la communauté française et à partir des flux, j'évaluerai aussi l'efficacité de tous les jeunes qui sortent de l'enseignement chaque année pour savoir quel est leur niveau de qualification. Ça veut dire que vous êtes un peu le beau-père de Joël Milquet? Je ne suis le beau-père de rien du tout, je suis le responsable de tous ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi pour essayer de trouver une solution et une démarche. Et je le dis, je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que dans un État dit moderne, on laisse des jeunes à 18 ans sortir sans qualification de l'enseignement. Ça, je ne peux pas accepter. Nous avons un devoir, je dirais, de résultat, une obligation de résultat dans le chef des pouvoirs publics. Mais le FDF n'a pas fait partie de la majorité à la Fédération de Bruxelles. Non, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas prétention que le FDF va tout résoudre. Je suis convaincu que la Fédération, moi je ne pars pas dans le présupposé qu'ils vont échouer. Il y a de bons projets, ils vont y arriver. C'est inscrit aussi dans notre déclaration. Il n'y a pas de raison que les partis CDH et PS qui se sont mis d'accord sur la déclaration régionale bruxelloise ne fassent pas ce qu'ils ont dit au niveau de la communauté française. Alors, à Bruxelles, on a aussi un problème souvent de discrimination. Est-ce qu'il faudra faire appel, par exemple, au patriotisme des employeurs bruxellois pour qu'ils privilégient des jeunes des quartiers plutôt qu'une main-d'œuvre qui très souvent vient de Flandre? Ce que je dis aux entreprises, vous savez, vivre dans un désert social n'est pas bon pour le commerce, n'est pas bon pour les entreprises. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Bruxellois diminue. Il diminue. Si le pouvoir d'achat des Bruxellois diminue, eh bien, il y a moins de retombées sur le plan économique. Donc, les entreprises qui n'engagent pas des Bruxellois sont des entreprises qui travaillent contre leurs intérêts. Et ça, c'est le discours fort que je lancerai à toutes les entreprises. Est-ce qu'il faudra allonger la carrière et est-ce qu'il faudra obliger les demandeurs d'emploi à accepter les travaux d'intérêt généraux? Écoutez, croire que, d'abord, les travaux d'intérêt généraux, c'est pour moi, je l'ai dit, de la démagogie. Ce qui est essentiel... On y pense au fédéral. Hein? Ce qui est essentiel, c'est qu'un demandeur d'emploi accepte un emploi qui est conforme à ses qualités, ou bien qu'il entre en formation ou qu'il entre en situation de stage. Si un demandeur d'emploi n'accepte pas cela, eh bien, je suis absolument catégorique. Pour moi, il n'a pas non plus droit aux allocations de chômage. Donc, on a une obligation dans le chef des pouvoirs publics de donner des formations, de la qualification, des stages, mais le demandeur d'emploi a l'obligation de soit trouver l'emploi, de prendre cet emploi, soit de suivre une formation, soit de prendre une qualification. Ouais, mais un travail d'intérêt général, ça c'est autre chose. Quoi, et ça, je ne vais pas demander à quelqu'un qui a suivi des études supérieures et qui se retrouve en demande d'emploi, d'aller balayer les rues. Allez, ça va prendre l'emploi d'autres, ça n'est pas des bonnes idées. Et d'ailleurs, la mise en place ne se fera jamais, donc c'est du blabla. Est-ce que vous allez pouvoir travailler avec le fédéral? Parce que sur ces questions-là, il faudra que fédéral et région s'entendent. Bien entendu, on verra si les intérêts sont convergents. Ouais. Moi, quel est mon intérêt? Mon intérêt, c'est de faire diminuer le chômage, d'améliorer la formation des jeunes. C'est dans l'intérêt de tout gouvernement fédéral. On a du mal à vous imaginer, Didier Gauzoin, dans un comité de concertation consacré à l'emploi, si par exemple le ministre de l'Emploi était de la NVA. Si le ministre de l'Emploi de la NVA fédéral me dit « moi, ça ne m'intéresse pas qu'il y ait moins de chômeurs à Bruxelles, qu'il y ait moins de formation, ça m'intéresse qu'il y ait moins de formation à Bruxelles », c'est un ministre fédéral qui n'a rien compris à son métier de ministre fédéral. Mais je ne peux pas croire ça. Donc on va voir.
Bah, moi, je sais en tout cas de ce dont je suis garant. Et en tout cas, ça ne me paraît pas scandaleux de dire qu'on veut diminuer le chômage à Bruxelles ou améliorer la formation des jeunes. Alors, est-ce qu'il faudra détruire le viaduc Reyers? Le dossier est sur la table du gouvernement et il appartient au ministre de nous présenter une note. Il y a encore un intercabinet qui se fait cet après-midi et donc la décision tombera jeudi. Elle n'est pas déjà prise? Non. Tout le monde avait plutôt envie de détruire ce viaduc? Non, la décision n'est pas prise. Il y a bien entendu des indices qui montrent qu'il ne faut pas gaspiller l'argent public et il faut être attentif aussi à la mobilité demain dans la ville, qui doit être une mobilité qui concilie davantage, je l'ai toujours dit, à la fois l'auto, mais à la fois les transports en commun, le vélo, les piétons, et pas uniquement l'automobile. Si on détruit Reyers, il faudra détruire après Herman de Brou? Écoutez, on verra bien. Aujourd'hui, le problème de Reyers, c'est que la structure même de l'ouvrage est en question. Ouais, mais Herman de Brou? Ça, c'est mon projet. J'estime que les entrées de ville doivent être des entrées urbaines. Et donc, je ne crois pas à cette image de la ville qui correspond au schéma des années 60-70. Et on pourrait discuter de ça avant la fin de la législature, ou ça va être compliqué? Tout est fonction de la mise en place effective du RER. Et comme on en parle depuis 1989, je reste prudent. Alors, j'ai des questions Twitter pour vous. Enfin, j'en ai une principalement qui concerne le dossier du survol des avions. Maintenant que la justice a tranché, et qu'on sait que visiblement il n'y aura pas énormément de recours sur la décision de justice, combien de temps faut-il attendre avant le retour à la légalité? C'est une question qui vous est posée par plusieurs internautes. En réalité, un peu de courage politique. Manifestement, le gouvernement en affaires courantes ne veut pas prendre attitude, je le regrette, alors qu'à mon avis, il n'y a pas d'autre solution que de revenir à avant le chaos imposé par Wathelet, et donc à avant le 6 février. Et donc là, il y a des décisions qui doivent être prises. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter à avant le 6 février? Non, bien entendu, il faut enfin prendre ce dossier de manière cohérente. Cela n'a pas été fait, je le regrette. Il faut donc mettre fin à cette mauvaise parenthèse qu'est le plan Wathelet. C'est le fédéral tout seul qui décide ou il doit consulter la région? Non, ça c'est le fédéral tout seul qui décide. C'est de sa seule compétence. Et remettre l'essentiel du trafic sur l'est de Bruxelles, je n'ai pas dit ça. La périphérie est, c'est un peu ça qui va se passer. Si le gouvernement futur ne fait que cela, il aura échoué, puisque en 2008, il y avait un accord politique auquel j'ai souscrit, on me l'a d'ailleurs reproché, qui consistait à alléger, bien entendu, cette autoroute aérienne qui était la route d'avant le 6 février. Donc le fameux virage. On ne pourra pas ne pas passer par cette étape-là, qui est la remise en état de la route du 6 février. Et il faut être honnête avec les gens. Hélas, il y a eu le chaos. Il faut supprimer cette situation de chaos qui a été le plan Wathelet. Vous serez quel genre de ministre, Didier Gauzin? Je dirai la vérité. Et donc on vous entendra souvent. Et je serai transparent. Y compris si ça va mal au gouvernement, on le saura. Absolument. Mais je serai aussi discret et modeste. Je ne vais pas courir dans toutes les interviews pour pousser ma fraise, ça rassurez-vous. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec le mouvement réformateur au FDF ou pas? Si le mouvement réformateur a des bonnes propositions sur Bruxelles, il y aura toujours un partenaire positif de mon côté. Voilà, point, c'est tout. Il y a eu un différend, ce différend, il est là. Je ne suis pas un confédéraliste et je ne serai jamais un confédéraliste. La 6e réforme appuyée par le MR va vers le confédéralisme. Je le regrette, c'est une différence fondamentale. Et puis sur les dossiers ponctuels, nous verrons si on peut avoir des points d'accord. Didier Gauzin, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Jean-Christophe Peuzès qui réalisera l'interview. Bon après-midi à tous.